Bonjour, je vais vous parler du paradoxe du serviteur, le paradoxe du domestique, quand on parle du paradoxe du comédien. Le comédien, d'ailleurs, justement, il est à la fois au service de l'auteur ou du metteur en scène, et puis il a évidemment sa personnalité. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le paradoxe de la femme, qui est par excellence la servante, en quelque sorte, au sens biblique du terme, au sens du chapitre 2 de la Genèse. La servante, c'est-à-dire celle qui vient aider, l'auxiliaire, comme on dit. Et c'est très compliqué de comprendre, de faire la phénoménologie d'un serviteur. Parce que ce qu'il fait ne correspond pas à ses valeurs, ne correspond pas à sa vocation. Enfin, c'est un peu paradoxal. Il a vocation à servir, mais il le fait au service de quelqu'un qui a d'autres valeurs que les siennes. Par exemple, je dirais que dans la cuisine, la femme est beaucoup plus à son aise, d'après la sexopsychologie, à son aise dans la préparation des plats que dans le nettoyage des assiettes ou des linges, etc. Or, la cuisine est salissante. Donc, il y a deux volets dans la cuisine qui sont contradictoires. Il faut nettoyer, mais il faut aussi salir. Il faut salir parce que tout simplement, quand on met un aliment dans une assiette ou dans une casserole, on salit la casserole, il faudra la nettoyer, la récurer, etc. Donc il y a déjà une contradiction. Donc la femme est obligée, dans le cas de la cuisine, qui a été son lieu de vie pendant très longtemps, son lieu affecté, octroyé, elle est obligée d'accomplir des tâches qui ont des significations opposées. De la même façon, le fait de porter l'enfant, est-ce que c'est vraiment féminin ou est-ce que ça fait partie des activités qui sont dévolues aux femmes? Qu'est-ce que j'entends par là? Ben c'est peut-être difficile à comprendre sur le plan sémantique, mais quelqu'un peut accomplir des tâches qui correspondent à sa nature, en quelque sorte, mais le contenu de la tâche, lui échappe. Par exemple, quelqu'un peut avoir vocation à lire des textes à voix haute, mais il ne va pas déterminer le contenu de ces textes. Quelqu'un peut avoir vocation à faire la cuisine même, mais il ne va pas déterminer le contenu premier de ce qu'il prépare. Il va pouvoir rajouter quelque chose, mais le contenu basique, il ne va pas pouvoir le rajouter, ça lui est fourni. Donc c'est très compliqué. Donc le serviteur, il reçoit quelque chose et il doit faire avec, et il va peut-être éventuellement mettre quelques valeurs ajoutées à cela. Donc, comment peut-on appréhender un serviteur, une servante, dans cette problématique paradoxale, hein? La femme elle-même ne s'y retrouve pas, puisque comment distinguer entre ce qu'elle fait parce qu'on lui a demandé de le faire et ce qu'elle fait parce que c'est sa vocation de le faire. Or, sa vocation de le faire, c'est pas de faire la chose en question, c'est de faire quelque chose qu'on lui demande. C'est pas la même chose. Il se trouve que ce qu'on lui demande ne correspond pas forcément à sa vocation, mais elle a vocation à faire ce qu'on lui demande. Donc, il faudrait distinguer les valeurs. Et même les valeurs de quelqu'un qui sert, c'est de bien servir. Bon, maintenant, on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas. C'est pour ça qu'il y a une telle confusion quand on parle des femmes, parce que précisément, il y a cette espèce d'ambiguïté, de paradoxe, qui fait que la femme a vocation à servir, mais elle n'est pas responsable de ce qu'elle sert et de l'emploi auquel elle se plie. Elle a vocation à se plier à des emplois, mais elle n'est pas responsable de ces emplois. Tout au plus peut-elle
présenter ses emplois, les aménager par certains côtés, d'une façon qui lui conviendra et qui lui paraîtra plus acceptable. Mais elle ne peut que compléter. Elle a une vocation de complément de toute façon. Elle est complémentaire, sinon supplémentaire. Donc cette dimension complémentaire, qui vient rajouter quelque chose à ce qui est, lui permet de supporter la situation, puisque finalement, toute situation, même si elle est en contradiction avec ses valeurs, il faudrait revenir là-dessus, va pouvoir être compensée ou complétée. Alors quelles sont ces valeurs? Alors ces valeurs, justement, sont des valeurs additionnelles. Donc quand elle est dans l'additionnalité, ça va. Elle rajoute, même au niveau physique, elle se maquille, elle met des vêtements, elle rajoute. Or, historiquement, il lui a été demandé d'évacuer, nettoyer le sol, nettoyer les assiettes, nettoyer le linge. Ça, c'était de l'évacuation. Même à la limite, le fait de faire des enfants, ça s'appelle aussi une forme d'évacuation. C'est-à-dire qu'elle reçoit un enclenchement de la part de l'homme, et puis, bon, bah, elle va servir à porter cet enfant, et à un moment donné, elle va l'évacuer. Donc elle va faire quelque chose qui est de l'ordre de se séparer d'eux. Or la femme n'est pas dans la séparation. Donc l'accouchement, quelque part, c'est contre nature, puisqu'elle a la vocation à ajouter et pas à rejeter. Or, l'accouchement, c'est un rejet. Donc, il faut bien comprendre, mettre à la place des femmes, il y a de quoi y perdre le nord, il y a de quoi d'être déboussolé, désorienté, précisément par cette problématique extrêmement complexe de devoir rejeter parce qu'elle a vocation à servir, et quand elle est dans le rejet, elle fait des choses qui sont de l'ordre du maître, de l'homme qui lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. En revanche, quand elle est dans l'ajout, dans l'addition, dans le complément, là, elle est dans sa nature profonde. Voyez-vous? Donc, il faudrait distinguer les deux. Elle est quelque part androgynale à sa façon, elle aussi, puisqu'elle est porteuse à la fois des valeurs d'ajout, qui sont féminines, et des valeurs de rejet, de nettoyage, de purification, qui sont masculines. Voilà. Donc il y a une androgyna psychique chez la femme qui nous paraît très intéressant, puisque, comme vous le savez, dans la Genèse, on parle de cette androgyna, et physiquement, la femme est androgyne. Elle est androgyne, puisque elle n'a pas de pénis, elle n'a pas de phallus. Or, le phallus, c'est justement ce qui caractérise celui qui n'est pas androgyne. Puisque quand on est androgyne, on n'a pas besoin de pénétrer l'autre. Donc la pénétration se fait de l'intérieur. Et la femme a une sorte de phallus intérieur, quelque part, comme diraient certains autres. Bon. Donc finalement, elle a un phallus intérieur, parce qu'elle va se féconder de l'intérieur. En tout cas, c'est ce que le rôle de l'androgyne originel, ce qui n'est plus son cas actuellement. Et en revanche, l'homme, lui, il n'est pas androgyne. Paradoxalement. Il n'est pas androgyne. Il est anatomiquement, son phallus intérieur est repassé vers l'extérieur. Et donc il est là pour conféconder l'autre, pas elle-même. Il n'est pas dans un système fermé sur lui-même. C'est vrai qu'on fait des confusions au niveau de l'androgyna, moi-même j'en ai fait. Quelqu'un qui aurait à la fois les attributs de l'homme et de la femme n'est pas un androgyne. C'est un hermaphrodite, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je ne connais pas très bien ces terminologies. Mais à partir du moment où moi j'ai un phallus, je ne suis pas androgyne. Même si effectivement, je peux aussi avoir une capacité d'évacuation, mais cette évacuation elle-même, je viens de le dire à l'instant, c'est plutôt du masculin aussi, puisque l'homme, tout ce qui est évacuation est masculin, tout ce qui est rajout est féminin. Donc, l'homme n'est pas androgyne. La femme est beaucoup plus androgyne. Elle est androgyne psychologiquement, elle est androgyne physiquement. Alors,
il faudrait réfléchir sur les conséquences de ce genre d'analyse, à savoir que c'est la femme qui est dans une dimension androgynale et beaucoup plus que l'homme. Alors que l'on a tendance à penser que c'est l'homme qui est androgyne au départ, puisque Adam est androgyne, et non, finalement, la femme correspond plus à l'Adam originel, Adam ADAM. Hein. Dans sa structure anatomique, la femme a gardé la structure de l'androgyna. Et dans sa structure psychologique, la femme est également androgyne, c'est-à-dire qu'elle vit à la fois les valeurs masculines de rejet, nettoyage, tâches de nettoyage et tâches d'enfantement, d'accouchement, et en même temps, elle est dans un processus d'addition, de rajout, même si les grands cuisiniers sont des hommes, même si les grands couturiers sont des hommes, qui nous fait d'ailleurs réfléchir, parce qu'effectivement, il y a là une question d'inversion des rôles. C'est vrai que quelque part, bon, moi je m'en tiendrai là pour l'instant, d'abord parce que notre colloque va commencer dans une demi-heure, et que je dois y aller, et puis parce que ça reste en suspension, mais ce sont des points que je soumets à votre réflexion.